Je vais inviter à se joindre à nous un géant de la science économique québécoise, un géant de la communauté du Cyrano, M. Claude Montmarquette. Claude est titulaire d'un PhD en économie de l'Université de Chicago, professeur émérite du département de sciences économiques de l'Université de Montréal. Claude est une sommité dans le domaine de l'économie et de l'économétrie de l'éducation et du travail, de même que de l'économie des choix publics. C'est littéralement le précurseur de l'implantation de l'économie expérimentale au Québec. Évidemment, Claude a été invité un peu partout dans le monde, à Paris 1, à Lyon, Clermont-Ferrand, Montpellier, à Hassan II au Maroc également. Donc, fait le tour du monde, évidemment, pour donner des séminaires et des conférences. Claude est l'auteur ou l'éditeur de 8 livres, plusieurs dizaines d'articles scientifiques, plusieurs dizaines, c'est pas centaines de publications au Cyrano d'ailleurs. 8 livres, je ne sais pas si ça inclut celui qu'on a fait ensemble l'an dernier, mais on a eu l'occasion de co-diriger un ouvrage l'an dernier. Participé, Claude, à de nombreux comités nationaux et internationaux, comme le Comité national de la statistique de Statistique Canada, le concours d'agrégation donc des professeurs en France également. Claude est un membre élu de la Société royale du Canada, c'est un grand Montréalais et c'est un commandeur de l'Ordre de Montréal, rien de moins. Donc, je vous demande d'accueillir Claude Montmarquette. Merci. Je t'invite à prendre place ici. Donc, la formule qu'on a retenue aujourd'hui, c'est une formule où on va alterner entre des conversations, des causeries comme ça, assis, et à un certain moment, je vais me lever, puis je vais me rendre au panel et j'inviterai d'autres panélistes à se joindre à nous. Claude, je l'ai mentionné, puis je pense que tout le monde ici sera d'accord. Tu es un géant de la science économique, non seulement québécoise, canadienne et bien au-delà. Mais avant de parler de tes travaux en tant que tels, j'aimerais t'entendre sur le positionnement stratégique du Cyrano. Donc, j'ai mentionné tantôt, j'ai fait un parallèle entre peut-être le Cyrano, l'ancien COEQ au Québec, le Conseil économique du Canada. Est-ce que c'est des parallèles qui sont valides? Comment tu vois le positionnement du Cyrano aujourd'hui? Je pense que oui, et je pense qu'elle a été très cohérente depuis 25 ans aussi, effectivement. C'est un peu plus large qu'un conseil économique dans la mesure où nos équipes sont multidisciplinaires. Alors, au Conseil économique, il y avait surtout des économistes, essentiellement. Je pense que c'est plus indépendant que le Conseil économique aussi, parce qu'on ne relevait pas, au fond, d'une institution politique comme telle. D'ailleurs, il a été créé par une institution politique, puis il a été perdu par une autre institution politique, essentiellement, ou un autre gouvernement politique. Donc, il y a plus d'indépendance à cet égard. Mais la caractéristique de dire on a une série de chercheurs compétents dans les universités en particulier, dans différents endroits, bien, essayons de les retenir et de les focusser sur des questions qui concernent surtout le Québec. Il faut voir que le Cyrano a surtout étudié les éléments de l'économie québécoise, même s'il y a eu quelques études à gauche et à droite, soit au niveau international, soit au niveau canadien. Donc, il y a cette question d'indépendance, de transparence aussi. Je pense qu'on n'a jamais refusé de publier un papier ou de laisser publier un papier par un chercheur du Cyrano. Ça, c'est impensable d'ailleurs dans le monde académique. Les chercheurs veulent être publiés essentiellement. Et je pense aussi que ce qui nous caractérise, c'est même si on a toujours été soutenu par tous les partis politiques du Québec d'ailleurs, tous les partis sans exception, notre stratégie a été toujours d'abord de faire des liens avec la fonction publique, avec les responsables de la fonction publique, et non pas essayer d'aller passer par-dessus la fonction publique pour se diriger directement vers... Alors, je ne suis pas sûr si le Conseil économique faisait cette distinction, parce qu'on est réaliste, les fonctionnaires, la fonction publique va retenir ce qu'on leur donne comme information ou comme étude, alors que les gens en politique, pour d'autres raisons, vont faire un peu différemment, quoi. Alors, il y a une persistance dans ce qu'on réussit à faire via la fonction publique, et ça, je pense que c'est tout à leur honneur, et c'est notre profit aussi, qu'on a, au fond, travaillé sur des choses qui... Marc mentionnait la tarification. La première conférence que j'ai eue là-dessus, c'était
en direct. Et avant de me poser la question, c'était sur l'heure du midi, là, les nouvelles de Radio-Canada. On m'a dit, écoutez donc, Mme Monique Jérôme-Forget, qui a quelque chose à vous dire sur la tarification, et elle avait dit tout simplement, il n'y a absolument aucun tarif dans le paysage québécois de ce temps-ci. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai répondu, bon, on verra. Mais je le savais et j'ai su par la suite qu'il y a eu énormément de travaux qui ont été faits par la fonction publique pour au moins indexer ces tarifs et un peu savoir qui avait des tarifs. On n'avait même pas cette connaissance à l'époque. Et pourquoi existaient ces tarifs-là? Donc, il y a eu toute une interrogation. Donc, je pense que c'est la meilleure stratégie. Dans ce sens-là, on se diffère un peu du Conseil économique, mais le Conseil économique, c'est une grande organisation, j'en conviens parfaitement, qui malheureusement a disparu encore une fois pour des raisons politiques. Je vais te ramener justement au début, en fait, donc à cette période-là, qui fait un peu le lien entre notamment ton implication au Conseil économique du Canada et le début de ton implication au Cyrano. Le premier texte que j'ai mis de l'avant, c'est celui-là de 1994, qui s'appelle donc « L'importance relative des gouvernements, causes, conséquences et organisations alternatives », qui, je pense, en fait, c'est C3, donc il y a 2 textes avant ça, mais c'est parmi les tout premiers textes qui ont été publiés au Cyrano. En lisant les 1600 publications et en retournant à ton CV, je vois 3 périodes dans ta carrière de chercheur. Tu as travaillé sur énormément de choses, mais je vois une première période où tu travaillais plutôt sur des tests empiriques des choix publics, du public choice. Une deuxième période, l'économie de l'éducation. Puis une troisième période, l'économie expérimentale. J'aimerais peut-être t'entendre sur les 3. Le premier texte, ce texte-là, celui de 1994, a vraiment une saveur public choice, vraiment une saveur choix public. Le réécrirais-tu aujourd'hui de la même façon après avoir été PDG du Cyrano, 25 ans au Cyrano, où finalement c'est plutôt une approche normative, où on tente de contribuer aux politiques publiques? Est-ce que les grands messages tiennent encore aujourd'hui? Bonne question. J'ai relu ce truc-là, mais il faut voir que le premier texte que j'avais écrit sur la taille des conséquences du gouvernement, c'est en 1978, au Conseil économique du Canada. Avec Robert, puis Marcel nous rejoignait quelquefois aussi. On avait passé, Robert et moi, une année au Conseil économique, alors qu'André Reynaud en était le président et il nous avait fait signe de venir un peu l'encourager, l'encadrer. On a passé une très belle année, d'ailleurs, de recherche. Et curieusement, il faut se mettre dans les années 78. C'est sûr que 94 même, je ne réécrirai jamais un texte comme avec le temps et les connaissances et l'expérience que j'ai acquise de la même façon. Mais le fond reste la même chose. Les économistes ont toujours reconnu l'importance de l'État dans la production de biens publics, ça, je ne ferai pas de discours là-dessus, et aussi dans l'importance de la rémunération et la réglementation aussi. La réglementation coûte moins cher, mais elle doit être mise en œuvre quand même. Mais ça ne peut pas justifier une taille des gouvernements de l'ordre presque de 45-47 du PIB. Quand on fait ce calcul-là, on arrive plutôt à 20 au maximum, mais de 20 du PIB, il y avait là-dessus. Parce que c'est difficile de trouver 10 de biens publics. Là. Deuxièmement, dans ce texte-là, il mentionnait qu'on était prêt à mettre 10 sur la redistribution. On est loin de là encore, en fait, essentiellement. Et là, le gouvernement, pour s'allonger vers 47 bien, ils sont allés dans ce qu'on appelait à l'époque des biens méritoires. Avec ça, c'était plutôt la tradition de Musgrave, là, de dire aujourd'hui, que la tradition de choix public, on parle plutôt de biens privés collectivement financés. C'est tous des biens privés, il ne faut pas se leurrer, il n'y a rien à voir. L'éducation, la santé, il y a des petites parties de caractère public, mais c'est très petit, essentiellement. Donc, je pense qu'essentiellement, dans un système démocratique, il faut être élu pour faire quelque chose. Les politiciens, à ce moment-là, doivent, au fond, créer, répondre, au fond, aux besoins de la population pour être élu. Et ça, et leur premier objectif, c'est d'être élu. Est-ce que leur deuxième objectif est d'améliorer le bien-être de la société? On l'espère, mais on n'est pas toujours convaincu. Donc, je réécrirai la même chose. J'irai plus loin, en fait, essentiellement.
Je l'ai mentionné quelques fois, et c'est que j'ai toujours du respect pour tous les gens qui font de la politique. Là. J'ai des amis même des amis qui ont osé en faire. Mais toutes les mauvaises décisions au niveau gouvernemental sont politiques. Je ne dis pas que toutes les décisions politiques sont mauvaises, mais toutes les mauvaises décisions sont politiques. J'en suis absolument convaincu. On a des débats continuellement au Cyrano, on a des conférences, des séminaires, et ça revient à chaque fois. Et c'est un cas intéressant parce que le dernier qu'on a eu, c'était avec Jean-Philippe Meloche et son groupe, là, qui parlait de la tarification, en fait, pour une nouvelle tarification sur les transports. Et puis, Jean-Marc Rousseau, dont on a mentionné, qui connaît très bien aussi les transports, avait dit le problème, c'est que toutes les décisions sont prises pour des décisions politiques. Et on a parlé du train de l'Est, hein, qui a, au fond, amélioré la qualité, mais qui a simplement substitué des gens qui prenaient l'autobus pour prendre le train, essentiellement. Je pense que ça a coûté 70 000 $, a-t-il mentionné, par personne pour avoir mis en place ce genre de choses. Bon, on voit bien à ce moment-là qu'il y a quelque chose là, qui n'est pas rentable en bout de piste, mais qui permet peut-être une stabilité dans l'économie, parce que quelquefois c'est les uns, quelquefois c'est les autres. Mais sur le cœur de ce qu'un gouvernement devrait faire, je pense qu'ils en font passer, autant en redistribution que sur les biens publics. Le plus bel exemple, évidemment, qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'environnement, qui est carrément un bien public dans cette dimension la plus pure, pratiquement. Outre la défense nationale, mais c'est autre chose. Il se fait très peu, finalement, en environnement. On le voit très bien. Ça reste toujours un petit ministère. Mais c'est compliqué. Je ne dis pas que ce n'est pas compliqué, mais ça ne se fait pas. Et ça ne se fait pas partout dans le monde. C'est essentiellement... Donc, je reste convaincu que c'est... Alors, on va avoir notre ami qui va nous parler des choix sociaux plutôt que des choix publics. Mais entre les deux, c'est clair que pour moi, le gouvernement présentement est guidé par des choix publics essentiellement, parce que l'intérêt des choix publics. Je me réjouis de voir que le chercheur public choice est encore bien présent, parce que je me souviens, on a eu plusieurs conversations comme ça dans les 20 dernières années. Je me souviens très bien qu'une fois, tu m'as dit, Marcelin, moi, je suis allé au bout de ça, le public choice. À mon avis, c'est pas une voie d'avenir. Évidemment, c'est ce que j'ai choisi moi-même d'étudier ensuite au doctorat. Donc, je n'ai pas suivi ton conseil. Mais toi, tu es passé à ce moment-là plutôt vers l'économie de l'éducation et l'économie expérimentale aussi. J'aimerais t'entendre sur pourquoi ce changement de cap, puis qu'est-ce que tu as vu dans cette méthodologie-là, notamment? Quand j'ai dit que ce n'était pas un choix à suivre, j'ai dit peut-être qu'il y avait des avancées méthodologiques autres à faire ailleurs. Ça ne faisait pas partir le domaine, mais toute cette question du votant médian, puis en fait, tu connais ça mieux que moi maintenant largement, et tu es la preuve que je me suis trompé, donc c'est fort bien. Ta question? L'économie expérimentale. L'économie expérimentale, ça, c'était quelque chose d'assez agréable avec Jacques, d'ailleurs, Robert. On avait regardé ça un peu. Moi, j'ai fait une carrière avec des données, essentiellement. Je trouvais des données sur des questions pertinentes, puis je l'essayais de les faire parler. Ça, c'est de la science, d'ailleurs, en fait, effectivement. Il faut des données pour la science. Et encore, on est en pénurie de données ici au Québec. On est en manque de données considérable. Beaucoup de gens ont fait des débats pour avoir ces données-là disponibles. Ça tarde encore. On a toutes sortes de promesses, mais bon, il y a des difficultés de gouvernance là aussi. La gouvernance aussi du Conseil économique était complètement différente de la nôtre en passant. Ça c'est un point, mais je ne rentrerai pas dans cette question-là. Alors, frustré de ne pas avoir les données que je voulais, ou alors d'être le 50e à regarder la même banque de données, puis là, c'est bien plus compliqué de trouver une idée originale quand tu es 50 ou 100, 175 à passer. Même si Friedman disait toujours, il y a eu combien de thèses en politique monétaire, 2000, on est encore capable d'aller plus loin, en fait, essentiellement. Mais, alors, on s'est intéressé à l'économie expérimentale. Je suis allé passer quelques semaines avec Vernon Smith, qui a reçu le premier prix Nobel en économie expérimentale. À l'époque, il était en Arizona pour voir un peu ce que ça donnait. Et j'ai trouvé ça absolument merveilleux parce que ça nous donnait la possibilité de tester des éléments très précis.
parce qu'on est capable de contrôler dans les protocoles des idées, alors qu'avec des données, il fallait calibrer les modèles avec toutes sortes de variables dont on n'avait pas nécessairement la possibilité d'avoir. Alors, donc, on a eu beaucoup d'applications en économie du travail, rémunération des médecins, donc en économie de la santé, fraude fiscale, contribution au choix des biens publics, parce qu'on cherche aussi, on a cherché aussi à dire, si le rôle du gouvernement, c'est de créer des biens publics, mais il faut que les gens le contribuent. Mais là, il y a toujours le problème du fameux resquilleur. Là, il y a eu des centaines d'études. On a fait plusieurs ici aussi au Cyrano là-dessus pour trouver comment est-ce qu'on peut amener les gens à les convaincre qu'il faut qu'ils coopèrent. Ce qui est intéressant dans tous ces modèles-là, d'ailleurs, d'économie expérimentale, donc rapidement, j'explique qu'on est dans un laboratoire, les gens sont payés pour les décisions qu'ils prennent, il n'y a pas de bonnes décisions, de mauvaises décisions, c'est des jeux essentiellement, mais il y a un incitatif, hein, ces expériences-là sont avec un incitatif financier, puis on a les données tout de suite, on les analyse. Alors, dès qu'on commence à jouer ce jeu-là, la première période, les gens collaborent tout de suite. Il y a un sentiment de collaboration dès le départ. Ça, c'est clair, un peu chez les gens, quoi. Parce que, de toute façon, c'est meilleur pour tout le monde. Mais dès qu'il y en a un qui resquille, il essaie de dire, ben moi, pourquoi je contribuerai au bien public? Je vais laisser quelqu'un d'autre parce que je suis capable de consommer le bien public en même temps que lui, puis garder, moi, ma contribution. Alors là, tout le monde commence à voir que ça commence à baisser, puis là, à la fin, pour reprendre peut-être ce que Jacques dirait, c'est qu'on tombe dans l'équilibre de Nash. On finit par trouver l'équilibre de Nash à la fin du jeu, essentiellement. Alors, à ce moment-là, on est obligé de créer des impôts, on est obligé de forcer les gens à payer les impôts pour pouvoir créer des biens publics. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus, puis qu'on continue à se faire ici, parce que c'est fondamentalement une préoccupation des économistes de dire qu'il faut qu'il y ait de l'argent pour créer des biens publics, pour produire des biens publics. Donc, ça a été pour nous et ça, c'est aussi un peu dans l'ADN du Cyrano, c'est de trouver des nouvelles méthodologies. Donc, on n'a pas inventé l'économie expérimentale, mais on a contribué à l'appliquer et à l'élargir. Je me rappelle Charles aussi, qui avait été un des premiers à contribuer là-dessus. Charles était étudiant à l'époque et on manquait de participants quelquefois parce que ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, on a des banques de données. Alors, j'envoyais Charles en bas du 20-20 université ramasser les gens qui passaient. Et Charles avait coutume d'être très, très agréable pour rencontrer les gens. Il nous remontait avec 2-3 personnes, puis on finissait l'expérience. Bon, c'était un peu pionnier à cette époque-là, mais on a réussi quand même à faire des centaines d'expériences. Et ça continue encore aussi au Cyrano. Et là, maintenant, on est en ligne aussi sur le type d'expérience. Alors, par la suite, il y a eu les simulations, là. Avant ça, il y avait les modèles économétriques qui continuent à être là, les modèles d'équilibre général calculable, etc. Le Cyrano a toujours été l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, Ben Chao était, on l'a vu sur la photo d'ailleurs, il était fellow Cyrano essentiellement. Il a fait un séminaire là-dessus. Je me rappelle, on avait une série d'économistes qui n'y croyaient pas trop. Bon, alors encore, on s'est trompé, mais en fait, les économistes restent toujours un peu. Les économistes restent toujours dans le concept de causalité, essentiellement. Et l'intelligence artificielle, c'est des corrélations, essentiellement des corrélations, puis ils sont très forts pour prédire. Bon, ils ne savent pas trop pourquoi ça marche, mais ça marche. Remarquez bien qu'en médecine, c'est souvent comme ça aussi, puis dans bien des secteurs. Donc, là aussi, il y a quelque chose à apprendre, essentiellement. Alors, c'était ça une expérience assez formidable qui nous a permis d'avoir des données, de traiter les choses comme on le voulait et de trouver des politiques économiques associées.